ce soir, on va faire la fête. Vanavond zijn we hier om onszelf te vieren, of om jullie te vieren. 50 ans, c'est pas vous qui faites ça depuis 50 ans, mais vous faites partie de cette grande famille de 50 ans. J'ai remarqué là, 1969, c'est vrai que les années 68, 69, on en entend beaucoup d'histoires, beaucoup de révolutions, beaucoup d'idées folles, beaucoup de jeunes qui ont dit au revoir à papa, maman et qui ont voulu changer le monde de façon très diverse. Et on se demande alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Un de ces, ou quelques de ces enfants qui ont voulu changer le monde à l'époque sont là aujourd'hui et ont en effet, d'une façon ou d'une autre, changé le monde ici à Molenbeek. Donc je crois qu'on doit féliciter ceux qui ont commencé ça en 69. On va les applaudir aussi. Donc, pour vous dire que nous sommes ravis de vous avoir ici, we vinden het echt fantastisch om jullie hier samen te zien. Een soort slotmoment van 50 jaar foyer. En we hoorden het al. Luc Jabon en Henri Rumba hebben een film gemaakt met 6 getuigenissen, 6 témoins, 6 témoignages, des gens qui sont ici parmi nous. On va peut-être les citer. Il y a Fadil Alanan, il y a Abdellah Adnan, il m'a corrigé là tout de suite. Il m'a dit c'est pas Abdellah, c'est Abdellah. Vous entendez la différence, vous? Ah ouais, quand même? Ah bon, ok, alors je vais faire l'effort, ouais. Et il est de Centrum-Est. C'est pas Centrum-Est, il est Centrum-Est. Hein? Abdellah de Centrum-Est. Voilà, ok. Non, mais je parle, hein. Je parle la langue. Ok. Alors il y a Christos Kalevski, que vous connaissez aussi, dans le Schrijnwerkerij, menuiserie. Et Hedra Margidan, qui devrait être ici aussi. Elle n'est pas. Ok, voilà. Ça, c'est les stars du film. Merci en tout cas au réalisateur. On va regarder ça ensemble. Ce qui est quand même aussi une raison de fierté, je trouve, c'est on n'a pas réalisé seulement ce qui existe maintenant comme foyer. On a fait tant d'autres initiatives aussi qui, à un certain moment, se sont développées en dehors du foyer. Quelquefois parce que c'était le choix du foyer même, et quelquefois malheureusement aussi parce qu'on nous l'a pris. Enfin. Mais ces initiatives existent. Et je pense que ça c'est lié au fait que derrière, il y avait toujours quand même une certaine vision pour le futur. Donc, ce n'était pas des calculs à court terme. Ok, ravi de vous avoir ici. Bedankt dat jullie hier wilden komen. Mais je ne crois pas qu'on a dû vous forcer de venir. Le sujet vous plaît? Le foyer vous plaît? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous plaît au foyer? Qu'est-ce que vous aimez au foyer? Au foyer, c'est toute notre histoire d'abord. Bien tout près. Nous sommes les enfants du foyer parce que c'est un patrimoine vraiment, surtout pour nos frères et nos sœurs, parce que le foyer, je pense que ça a été l'une des premières maisons de quartier qui accueillait ces jeunes pour ne pas se retrouver dans la rue ou pour ne pas se retrouver à la maison simplement. Mais c'est quelque chose de... Heureusement que cette maison a existé parce qu'elle nous a apporté beaucoup. Et en plus, ce que moi j'aime au foyer, je l'ai encore dit à Johan tout à l'heure, c'est cette belle diversité. C'est vraiment un endroit où on rencontre les gens de toute nationalité, de toute culture, de toute confession. Et ça, c'est magnifique. Ça ne s'arrête pas à une culture ou à un groupe de gens. Non, c'est vraiment quelque chose de très très ouvert. On est très très... quand on rentre au foyer, on voit cette diversité et on dit waouh, c'est magnifique. Vous êtes médiatrice scolaire à Molenbeek, à l'école primaire Sainte-Ursule, et vous êtes aussi bénévole à l'association d'art à la Malle. Voilà pourquoi le fan club se trouve par là-bas, comme ça environ. Okay. Mais donc, si je comprends bien, avant ça, vous étiez au foyer en tant que jeune ou bien... Ce n'est pas moi qui étais au foyer, donc c'est mes frères et mes sœurs qui ont côtoyé le foyer. Parce qu'il faut savoir que moi je suis
L'aîné Oui, j'avais déjà tout de suite compris. L'aîné du gros. Tu es resté à la maison, voilà. tu as fait la vaisselle. Non, pas du tout. Ah, ok, ça va. Aussi, mais je ne faisais pas que la vaisselle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Dar el Amal. Donc ça, c'est vraiment un autre historique. Mais mes frères et sœurs allaient au foyer et ils étaient super contents. Et quand ils revenaient à la maison, ils racontaient tout ce qu'ils faisaient. Et moi, j'étais en admiration parce que je trouvais ça magnifique. Moi, par contre, j'ai plutôt aiguillé vers Dar el Amal, donc cette maison de femmes qui est devenue maintenant une maison vraiment, une grande maison de femmes. Donc dès le départ, ça fait plus de 30 ans. Hein. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important parce que, à l'époque, les filles comme moi ne pouvaient pas trop sortir. C'était pas évident. Donc Dar el Amal m'a apporté une chance magnifique. D'avoir une chance de pouvoir faire le travail que je fais, et puis de rencontrer toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles à l'époque, ces femmes maintenant, parce que c'est un véritable échange. J'apprends tous les jours de ces femmes, j'apprends tous les jours de mon métier, et voilà, c'est une richesse, et merci à vous. Dirk Jacobs, socioloog in de ULB. Als u dan hier terechtkomt, is dat een evidentie voor u? De vragen rond middenveld en democratie, is dat piece of cake? Wel, als academicus lees ik veel over wat er geschreven wordt rond sociaal werk en emancipatie. Ja. En wat er in de Anglo-Saxische literatuur, wat dominant is in de wetenschappelijke wereld, wordt er heel vaak gesproken nu over het ABCD-model. Oké. En het ABCD-model, dat is... ABCD voor... oui, oké. Asset-based Community Development. En dat is de idee van, om goed te kunnen functioneren, moet je eigenlijk vertrekken vanuit de talenten en de mogelijkheden die er zijn in gemeenschappen. En eender welke activiteit dat je organiseert met het middenveld, moet je dat als vertrekpunt nemen en dat versterken. Dat is wat Johan heeft gezegd. En dat is precies wat er hier gebeurt bij Foyer. Maar het is een beetje jammer dat eigenlijk zo'n initiatief dat al 50 jaar bestaat, dat de Amerikanen dan zouden moeten kennen. Heruitgevonden hebben. Dat dan heruitgevonden wordt en dat er die labels op geplakt worden van initiatieven die hun functionaliteit, hun kracht hier al getoond hebben. U bent sinds kort in de raad van bestuur van Foyer. Waarom zou u zoiets doen? Motivatie? U kan goed zingen? Ik durf niet te proberen zingen. Oké, dan is er een andere motivatie. Ik vind het heel indrukwekkend het werk dat hier geleverd wordt. Ik vind het voor mijzelf persoonlijk dan ook een meerwaarde om voeling te houden met wat er gebeurt qua activiteit. En niet alleen van op mijn bureau naar de statistieken, naar de cijfers te kijken, maar ook mee te denken aan activiteit op het terrein en met mensen samen te denken hoe de samenleving, maar ook de wijk en de gemeente sterker en beter gemaakt kan worden. Okay. Béatrice, je suis désolée de t'introduire comme ça, je suis ton administratrice. Je t'admire, mais à côté de votre fantastique travail de journalisme, quel pourrait être votre lien avec Foyer ou... Le premier lien, il est peut-être plus personnel et il est avec Johan. Donc, je veux dire, je pense que j'ai toujours lu ce qu'il disait, parfois beaucoup plus dans la presse flamande que dans la presse francophone, et je trouvais que c'était une voix très importante, qui disait des choses que peu d'autres savaient. Oui, à chaque fois, hein, encore aujourd'hui, il n'hésite pas à prendre la plume et de réagir. Oui, ouais. Et je crois que aussi que c'est quelqu'un qui à différents moments de l'actualité des dernières années, joue un rôle important dans la manière dont il prend la parole face aux politiques. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé à un moment donné de le faire venir s'exprimer dans la presse francophone, parce que quelque part, il était comme d'abord, très humblement, c'était un savoir que je n'avais pas, que la rédaction du soir n'avait peut-être pas nécessairement, et qu'on avait besoin de son aide, nourrie par vous tous ici, pour nous dire qui étaient parfois les autres qu'on ne connaissait pas bien, ou qu'on ne rencontrait pas assez, et puis aussi pour pouvoir nous-mêmes nous appuyer dans certaines prises de position sur un savoir. J'ai aussi, à certains moments, il a été aussi extrêmement courageux pour alerter sur le fait que spécifiquement Molenbeek était laissé à l'écart, n'était pas attiré l'attention du monde politique, hélas, pas souvent avec assez de succès, mais il n'y est pour rien. Et donc moi, en fait, quand je viens ici, j'étais très honorée que vous me demandiez d'être là ce soir. Et normalement, je fais un éditorial chaque soir, et aujourd'hui, c'était pas possible. J'avais rendez-vous avec vous. Oui, oui, c'est très bien. Johan a cité cette primauté, donc l'envie aussi des politiques
d'un peu prendre la place de ces organisations et de se dire c'est à nous de le faire. Si les organisations restent muettes, c'est perdu. Les politiques reprennent le dessus. Je pense que là, pour le coup aussi, les journalistes doivent défendre les organisations de la société civile en disant que chaque chose doit être bien à sa place et le monde politique doit absolument pas prendre le rôle de la société civile parce qu'elle joue un rôle très spécifique et très important dans le, on en aura, je pense qu'on va en parler dans le débat, mais dans l'exercice de la démocratie. Et je pense que les hommes politiques les femmes politiques sont extrêmement nécessaires pour faire bouger les choses, mais ils ont leur place, ils ont leur façon de faire, ils ont leurs objectifs aussi. Et parfois ils ne sont que de passage dans une réalité, ce qui est vrai parfois aussi pour les journalistes. Les organisations de la société civile, elles, la preuve, 50 ans, elles restent là où elles sont, que ce soit facile ou difficile, intéressant entre guillemets ou pas intéressant, parce que c'est pas tellement l'exposition publique, je pense, qui vous intéresse, c'est surtout de voir les réussites, la rue mieux fonctionner, les jeunes être plus heureux, les parents être plus rassurés, les femmes trouver un lieu d'expression, les hommes se sentir rassurés. Et ça, c'est votre travail qui est extrêmement modeste parce que dans l'ombre, mais qui, à mon avis, est un maillage indispensable que si on n'avait que le politique et le journaliste, ce travail-là ne serait pas fait et la société ne serait pas bien. Un certain monde politique voit la société civile comme une opposition, comme des voix qu'il faut faire taire parce que ça les met en cause. Et il y a un certain nombre, soit de partis, soit d'hommes et de femmes politiques qui n'aiment pas être mis en cause ces temps-ci parce qu'on dit des choses difficiles, des choses gênantes. Il y a même des hommes politiques qui n'ont pas fait le voyage jusqu'ici, parfois, dans des moments difficiles de la commune. Et je pense qu'ils se trompent, parce qu'on dit toujours que quand on empêche l'alerte, d'entendre l'alerte, on entend beaucoup plus fort après, et c'est beaucoup plus difficile à régler les problèmes qui se posent. Donc je pense que le monde politique a peur, est mal à l'aise, ne veut pas non plus voir la réalité telle qu'elle est, et parfois ne veut pas non plus faire preuve d'empathie, parce que pour certains, l'empathie c'est de la faiblesse. Et je pense que c'est sans doute ce qui est le plus cruel manque aujourd'hui du monde politique, c'est que être empathique a disparu parfois du vocabulaire de certains partis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi exactement la politique ne sait pas faire ce que vous faites? Parce que la politique n'est pas sur le terrain. La politique n'est pas dans une réalité. Ben voilà, c'est plutôt dans leur bureau, au niveau bureaucratique. Oui. Donc, eux ne voient pas ce qui se passe, ou alors entendent, mais n'agissent pas toujours comme il faut. Nous, on est sur le terrain, on voit les choses tous les jours. Il y a une évidence énorme, surtout dans des quartiers précaires où il y a une difficulté. Et effectivement, parce que tout à l'heure vous disiez, dans les familles riches, effectivement, on peut réussir beaucoup plus. Moi, je travaille dans l'enseignement, je suis médiatrice dans une école, je fais la relation entre les familles et l'école. Je peux vous dire, monsieur, que nous avons des parents qui sont analphabètes et leurs enfants sont à l'université. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail d'amont qui a été fait. C'est pas parce que ces parents ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire. Et nous, on est là pour essayer de mettre en place tout ce qui va. Donc, moi, mon rôle, c'est faire la relation famille-école, mais tout ce qui va avec. Parce que, effectivement, on est dans une société où ces gens ne savent pas comment il faut faire. C'est la même chose à Dar el Amal. Il y a effectivement énormément de difficultés. On sent bien que les femmes sont fragiles et qu'elles ont envie d'atteindre quelque chose comme dans d'autres quartiers. Mais on est là, sur le terrain, pour nous battre, et c'est ça qui fait notre force. Vous parlez tout à l'heure d'empathie. Effectivement, dans ce métier-ci, enfin, dans ce travail-là, il y a énormément d'empathie, parce qu'on se met à la place de l'autre, et on ne voudrait pas que ça nous arrive. Donc on se bat 2 fois plus. Et je continue à dire, c'est une richesse, parce qu'on apprend de l'autre, et vraiment, on va de l'avant. Et ça, il n'y a pas... les politiques ne comprennent pas ça. Est-ce que, justement, cette importance des associations est plus grande dans des quartiers ou des communes où il y a des situations précaires, plus importante que par exemple Uccle? Est-ce que voilà, il faut quand même mesurer et mettre plus de poids ou plus de financement dans des communes où c'est plus dur vivre? Kan je daarop antwoorden? Ja, ik denk dat het eerst en vooral ook een vaststelling is dat het van onderuit groeit. En ik denk dat dat ook een beetje voor een stuk de ontstaansgeschiedenis van Foyer. Er zijn een aantal behoeften die vastgesteld worden op wijkniveau of in de gemeente.
En waar we zien dat de overheid niet altijd de juiste antwoorden heeft of niet altijd ziet wat de prioriteiten zijn. En dat er dan vanuit mensen die actief zijn op het terrein, vanuit de inwoners zelf ook, een vraag komt van kom, laten we eens kijken samen wat we kunnen organiseren en wat we kunnen verbeteren. Et donc là, je pense que c'est nous savons que c'est un phénomène logique, que des groupes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'avoir du soutien, ils vont d'abord se co-organiser. Et ensuite, dans une deuxième étape, on peut avoir un soutien de la part des autorités qui peuvent donner des subsides à aider à professionnaliser peut-être les activités, mais c'est très important dans la société civile d'avoir cette combinaison d'un côté que c'est un travail collectif et basé sur le bénévolat qui peut se professionnaliser, certes, on a besoin des locaux, on a besoin des professionnels qui peuvent dégager du temps, mais de garder également ce contact direct avec le terrain, les demandes réelles, les besoins réels des gens pour lesquels, à la limite, on a commencé avec l'initiative. Oui, il faut chercher la collaboration. Oui. Oui, mais le risque d'avoir cette dépendance quand même de la politique pour être financé, pour pouvoir continuer, il est présent, il est existant. Ah, évidemment, on a vu qu'il y avait à certains moments, on le voit ici pour la culture par exemple, quand le politique décide qu'il doit faire des économies, selon un peu sa philosophie, son idéologie ou parfois sa volonté d'orienter ou de punir certains et d'en récompenser d'autres, il coupe les budgets de certains plutôt que d'autres. Il y a une manière aussi dont ils ont une lecture plutôt... C'est pour ça qu'à certains moments, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le politique en direct qui décide des subsides accordés, mais qu'il y ait des instances intermédiaires qui permettent de juger ce qu'on appelle des compétences d'avis pour que l'homme politique ne soit pas tout seul face à la décision. Parce qu'on a vu aussi, le contraire, c'est le danger, c'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui, de façon très électoraliste, sans tenir compte de la qualité, mais plutôt de l'impact électoral, distribuent les subsides à des gens en leur laissant faire tout ce qu'ils veulent, de façon à pouvoir, après coup, récolter des voix. Ce n'est pas bon non plus. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de regard professionnel à avoir sur la manière dont la société civile peut gérer les fonds qui sont à sa disposition. C'est pour ça que dire que dans le conseil d'administration, je ne savais pas du foyer, je pense que les administrateurs dans ce genre d'organisation, ils ne viennent pas là parce que c'est gentil, parce que c'est sympa, parce que vous leur offrez du thé, que vous êtes formidable. Non, ils vous protègent. Ils doivent faire en sorte que l'association ne soit pas prise dans des travers et qu'elle puisse les défendre aussi pour demander des fonds. Je dirais être administrateur dans une structure de cette nature, ça a l'air comme ça administratif, ça ne l'est pas du tout. C'est un rôle extrêmement important. En même temps, c'est peut-être le conseil qu'on doit donner aussi à la direction politique, aux gens politiques. C'est justement aussi de jouer ce rôle et de protéger les associations de la société civile, non? Est-ce un conseil à donner? Ou est-ce que vous en avez d'autres? Oui, je pense qu'ils doivent se rendre compte surtout de la richesse et de l'intérêt qu'ils ont. Ils doivent se rendre compte aussi, et dans un moment où les finances publiques, on dit, sont en difficulté, où on regarde un peu dans les dépenses de sécurité sociale, dans tous les programmes d'intégration, etc., ils doivent se rendre compte quand même qu'à un moment donné, il y a des gens qui continuent à faire le job et qui sont en train de pallier aux trous faits dans un système qui permet à tout un chacun de trouver sa place dans la société. Je veux dire, l'aide à l'école qui est absolument fondamentale, c'est l'endroit clé à un moment donné où se fait l'intégration. Après, c'est bien de venir crier, de dire ils sont pas assez intégrés, etc. Mais si on n'a pas mis les moyens qu'il fallait en amont pour aider ce qui se passe, en fait, pour aider la réalité à être meilleure, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Maintenant, je suis là aussi pour parler des journalistes. Je pense que nous aussi, on a une responsabilité. On dit souvent que la presse s'occupe beaucoup des gens de pouvoir et n'attache pas nécessairement assez d'importance à ce qui se passe sur le terrain. Ne prend pas le temps, peut-être. Ne prend pas le temps. Parfois, elle ne l'a pas plus beaucoup, mais c'est indispensable. Et aussi de prendre le temps quand il n'y a pas vraiment des problèmes, entre guillemets. De prendre le temps avant, de façon à ce que quand les problèmes se posent, soi-disant, on est capable d'expliquer,
de prendre des nuances. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de divergences de vues entre le regard de la Flandre à certains moments sur Bruxelles, et sur Molenbeek en particulier, et le regard des francophones, des journalistes et de la presse francophone. C'était différent. Je pense qu'il y avait une chose qui jouait, c'est qu'il y avait une partie des journalistes de la presse francophone qui connaissaient mieux le terrain que certains journalistes flamands qui étaient extérieurs, mis à part parfois certains journalistes qui vivaient eux-mêmes ici, des journalistes du Morgen, je me rappelle, qui habitaient ici, mais aussi parce qu'on avait des interlocuteurs qui permettaient de relativiser et dès lors d'être... Je me rappelle une fois, j'étais sur un plateau d'une émission flamande où je m'étais fait traiter de tous les noms parce que j'avais dit qu'un événement qui s'était produit était quand même plus de l'ordre du fait divers que du phénomène de société. Mais si je n'ai pas d'expérience avant nourri ma certitude personnelle d'informations venant de vous, s'il n'y a pas Johan Lehmann qui apporte son analyse à partir de son vécu, moi je suis un peu démunie face à une espèce de caricature pour renverser la caricature. Tu ne pourrais pas t'exprimer. Oui, ça nous rend plus forts en fait. Avec cette liberté. Oui, cette connaissance. Ouais. Wat zijn de risico's voor onze democratie als we het middenveld een beetje van de kaart vegen en niet meer subsidiëren zoals het hoort? Wel, ik zou ook terug willen aanhaken op de vorige vraag en even teruggaan in de geschiedenis en het ook een beetje opnemen voor de politici en hun functie hierin. Onze samenleving is ook aan het veranderen en onze houding tussen de verhouding tussen politiek en het verenigingsleven is ook veranderd. Tot voor pak een beet 10, 15 jaar geleden was ons verenigingsleven in grote mate nog heel sterk verzuild. Donc en fait, toutes les partis politiques, toutes les familles politiques avaient leur propre organisation. Et c'est une façon également de gérer la société, qu'on pourrait mobiliser des groupes quand c'était important, et en même temps, au niveau des élites, tant qu'on pourrait faire des compromis. C'est une façon de fonctionner en Belgique. Ce qui a eu quand même également des désavantages assez importants, que ça a simulé le clientélisme, que ça a également mené à un certain dysfonctionnement, de ne pas avoir les bonnes personnes à la bonne place pour certaines fonctions, parce que tout était calculé dans cette logique politique. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir changé cette mentalité et d'avoir dépolitisé la société civile. Ça se démocratise un peu automatiquement? Oui, il y a plus de pluralité, ça se démocratise et c'est très important. Et en même temps, il y a également le souci de faire fonctionner ces organisations de façon plus efficace. Et quand ils s'occupent, par exemple, du domaine de soins, du welzijnsdomein, il y a beaucoup d'organisations qui, à l'époque, étaient pilarisées, qui faisaient partie d'une famille politique, qui maintenant sont ouvertes et qui ont commencé à collaborer. Et là également, c'était une condition de la part de la politique. Pour continuer à avoir des subsides, en fait, vous devriez collaborer parce que vous travaillez sur le même sujet, sur le même terrain, et c'est logique. Ce qui n'est pas logique, par contre, c'est ce qui se passe maintenant, que du coup, ces organisations qui ont créé beaucoup d'expertise, qui sont très importantes sur le terrain, qu'on leur coupe les ailes avec les subsides, et qu'en fait, c'est de vouloir épargner de l'argent, soi-disant rationalisé, comme on le dit dans le jargon politique, mais que ce n'est pas juste une question d'une bonne gestion des budgets, mais que c'est en fait également couper l'importance ou l'impact de ces associations parce qu'ils sont plus, j'exagère un peu, ils sont plus dans la poche de la famille politique ou du parti politique. Oui, donc ce sont quand même, on revient un peu en arrière dans le sens que ce sont des décisions de partis politiques plutôt que du succès de l'organisme ou du succès de son fonctionnement. Oui, mais heureusement, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui, bien sûr, sont très sensibles et très au courant de l'importance du monde associatif, de la société civile qui voit, et d'ailleurs ça c'est le jeu, et notre modèle belge se base également d'une façon importante sur la participation citoyenne collective. Donc, mais nous sommes quand même, et ça c'est surtout le cas du côté flamand, c'est beaucoup moins le cas du côté francophone, mais surtout du côté flamand, il y a un changement de vision et certains partis politiques, veut imposer sa vision sur le pays et voit que certaines organisations sont compétentes en fait pour pouvoir réaliser ce qu'ils veulent atteindre. Dites-nous qu'on ne doit pas paniquer, non? Non, bien sûr pas. Il faut être vigilant et je ne veux pas dire militant. Communiquer, comme vous le dites.
Oui, il faut Quoi bien se d'autre? rendre compte ce qui se passe comme transformation et pourquoi ça se fait et ne pas éviter, rester diplomate et gentil, certes, mais éviter également la langue du bois. C'est une lutte de force c'est un rapport de force et une bataille politique, une influence également dans la société qui se fait et où il y a des intérêts à défendre mais également des intérêts à perdre. Quoi d'autre? D'autres conseils? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien rester fort et tenir tête? Mais je pense qu'il faut continuer à y croire et à se battre tous les jours sur le terrain pour aller au maximum de ses idées et de se dire, bon voilà, j'y crois et je vais y arriver. Ouais, très bien. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour jullie bijdrage. Et autant que politicienne, je me sens ici vraiment attaquée, visée. Donc j'ai le droit de parole. J'ai le droit de parole. En fait, moi je compare la politique toujours à une famille, une grande famille qu'on connaisse, hein, voilà. Et quand il y a un baptême ou un mariage ou quelque chose à fêter, hein, communion, je sais pas quoi, hein. En fait, dans la famille, on doit toujours faire le choix. Qu'est-ce qu'on va manger? Qui est-ce qu'on va inviter, hein? Est-ce qu'il va avoir de la musique sur cassette ou vinyle ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on va avoir un orchestre live ou pas? Est-ce que ça va être dans une salle ou à la maison? Est-ce que? Et tout le monde a son idée. Chacun, il y en a qui veulent un buffet, il y en a qui disent non, je vais cuisiner moi-même parce que ça va revenir trop cher si on va acheter, tralali, tralala. À un certain moment, il y a quelques... Oh là, boycott. Ça, c'est... Voilà. Non, mais je veux juste concrétiser en fait, c'est quoi la politique. Bien sûr, on peut parler de la politique internationale, mais il y a la politique sur différents niveaux. Communal, tout près de la population, régional, et alors voilà. Et à un certain moment dans cette fête, quelqu'un doit prendre une décision, faisant attention à tout ce qui a été dit. Ah oui, il y en a 3, 4 qui veulent la musique, il y en a 2, 3 qui veulent ça, il y en a... Quelqu'un doit à un certain moment prendre une décision. Et c'est ça la politique en fait. Et comme Dirk Jacobs a dit à un certain moment, à un certain moment, il y a un groupe qui est plus fort et qui prend des décisions malheureusement dans la culture pour couper, c'est parce que ce groupe-là, il ne croit pas là-dedans, mais il croit en autre chose. Donc cet argent est divisé différemment. Est-ce que vous comprenez un petit peu où je vais aller? À un certain moment, quelqu'un décide. Et c'est ça la politique. Et c'est pour ça que vous votez en fait. Et quand j'entends bien sûr que les politiciens, ils sont toujours de nous comparer à Puneshvin, à la commune de Molenbeek par exemple, avec Boris Johnson, c'est une grande différence bien sûr, mais merci quand même, hein. Mais c'est une grande différence. Mais il faut savoir que quand on est dans nos bureaux, hein, c'est pas bon, parce que la population dit, on les voit jamais. Mais quand on est trop dehors, ils disent, ils sont toujours dehors, en train de faire des réceptions. Ce n'est jamais bon. Ils disent, non, écoute. Hein? Mais aujourd'hui, j'ai eu madame au bureau, ici. Elle était dans mon bureau à la commune de Molenbeek, et elle a raison. Elle est venue avec d'autres personnes pour se plaindre de la malpropreté dans la commune, et elle a raison. Et elle dit, moi j'en ai marre de cette malpropreté, et qu'est-ce que vous allez faire, nanani, nanana. Voilà, c'est ça aussi la politique. Elle vient dans mon bureau, ils ont demandé un rendez-vous, je les accueille pour écouter ce qu'ils ont à dire. C'est ça aussi le quotidien. Donc quand on est dans nos bureaux, quelqu'un doit décider. Il y a tous les jeudis plus que 100 points sur lesquels on doit décider. L'engagement de tel, la maison de tel, elle veut ça. Donc tout ce qui existe, quelqu'un doit décider ça. Et si on est toujours dans la rue, c'est qui va le faire? En fait, on a le sentiment que ces associations existent pour aider des gens qui sont en difficulté, hein, pour vous aider, parce que vous seriez... c'est plus compliqué pour vous de faire des choses, etc. Bon, moi j'ai quand même envie de vous dire que vous êtes extrêmement fort et que vous avez une force qui aujourd'hui dans la société est extrêmement importante, parce que vous êtes des digues.
quand vous continuez à poser des actes de solidarité, de découverte de l'autre, de générosité, d'aide, vous restez solide et vous réaffirmez des valeurs tous les jours en les pratiquant. Moi, je viens d'un petit village, en Wallonie, où il y a beaucoup de migrants qui sont arrivés parce que c'est proche d'une autoroute. Et donc, il y a énormément, pour le moment, d'Érythréens, mais voilà. Et dans ce village, moi, soudain, j'ai découvert mes voisins, enfin, je veux dire, les voisins de ma mère, etc., c'est qu'il y a eu un énorme mouvement de solidarité, un peu comme il y a eu la plateforme citoyenne, mais des gens qui, soudain, ont pris en charge les gens qui étaient là, à quelques centaines de mètres de chez eux, et je ne pensais pas au début que c'était possible, que ça allait se faire comme ça. Ça fait des mois que ça dure. Et moi, en fait, quand je les vois faire, je trouve que ça nous empêche, au quotidien, là où nous sommes, de désespérer. Parce que le monde est compliqué, le monde est difficile, les valeurs ne sont pas nécessairement aujourd'hui celles de l'accueil, etc. Et quand des gens continuent dans leur quotidien de dire les grands discours de rejet, de haine existent, mais moi, dans mon quotidien, je pose des gestes qui sont différents, même parfois des gens qui votent pour des partis qui n'ont pas les mêmes idées, mais je ne peux pas laisser mon voisin comme il est, je vais me bouger, je vais faire des choses. Alors à ce moment-là, vous êtes une force incroyable, parce que vous donnez de l'énergie à ceux qui, ailleurs, essayent de défendre ces idées, parfois n'y croient plus tout à fait. Vous imposez un contre-courant. On voit aujourd'hui qu'il y a la révolte, entre guillemets, des sardines en Italie. Ce sont des gens qui se sont levés pour, à un moment donné, remplir des places à côté de l'extrême droite de M. Salvini. Eh bien, soudain, les gens qui ne croyaient plus ailleurs ont vu ces jeunes gens, dans les places, se sont dit « Ah ben oui, au fond, c'est vrai. Il n'y a pas de fatalité. » Et ce que vous faites tous les jours, c'est certainement aider les proches autour de vous, mais vous aidez la société, vous m'aidez, vous nous aidez à être courageux et à ne pas désespérer du monde. Et pour ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit vous dire merci. Ik excuseer me als er een kloof zo gesuggereerd zijn tussen het middenveld en de politici, maar ik denk wat het belangrijkste is, of wat ik wil zeggen, in Brussel is er toch iets interessants aan de hand op politiek niveau en wat er gebeurt ook van burgerparticipatie en de inclusie van de civiele maatschappij. En ik denk dat dat echt de weg voorwaarts is en dat daar ook organisaties zoals Foyer een heel belangrijke rol in spelen. En ik denk dat we daar alleen maar gelukkig rond kunnen zijn en dat zowat alle politieke partijen in Brussel dat ook echt ondersteunen en daar blij mee zijn en het verenigingsleven als partners zien. Foyer is ook een organisatie die deels vanuit de Vlaamse kant ondersteund wordt. Daar is het wat moeilijker. Ja. En zonder stenen te willen werpen, maar dit is ook wel de realiteit. Hè, dat in ons land de visies op hoe politiek moet bedreven worden en wat de rol van het verenigingsleven daar is, toch in verschillende richtingen aan het gaan zijn. En wat dat betreft mogen we op ons beide oren slapen, of heel blij zijn alleszins, dat in Brussel er een mooie dynamiek is. Maar ik vind ook dat ik het publiekelijk toch mag zeggen dat we niet blind mogen zijn van wat er aan de Vlaamse kant aan het gebeuren is en waar er een aantal beslissingen worden genomen die tot doel hebben om toch echt het middenveld te verzwakken. En dat ze een aantal dingen minder makkelijk mogelijk maken die sommigen in politieke visie voor de toekomst hebben staan. On sort pas. Regardez. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est le moment important. Moment précieux. Vous auriez remarqué, je suis restée assise, ça marche aussi. Alors, je m'excuse en tout cas de faire presque 2 mètres, mais c'est mon héritage, je n'y peux rien. Je voudrais remercier tous les sympathisants, les collègues, la commune et la maison ici présents, et bien sûr, en un mot, je remercie Foyer. Félicitations. Happy birthday.